Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous partons encore une fois en voyage en Grèce antique, mais cette fois-ci on part à la rencontre d'Hadès, le célèbre dieu des enfers. Vous allez voir que son histoire elle est quand même assez différente de celle du personnage qui a été créé par Disney dans Hercule. Même si celui-ci est quelque part très attachant, le vrai Hadès il est un peu plus badass et bien moins rancunier. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Hadès, c'est le fils des titans, Cronos et Rhea. Il est le premier-né. Son père le dévore peu de temps après sa naissance, comme il le fera pour ses frères et sœurs. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, Cronos a peur d'une prophétie, et que pour contrer cette prophétie, il essaye d'éliminer ses enfants. Malheureusement, ou heureusement, ce n'est pas parce qu'ils ont été avalés que ses enfants sont décédés. Non. Les enfants de Cronos et Rhea continuent de grandir en Cronos. Et un jour, ils seront libérés par Zeus, ce qui leur permet de pouvoir vivre, et notamment à Hadès. J'ai mentionné un peu les frères et sœurs d'Hadès. En effet, Hadès est le grand frère d'Hestia, Déméter, Poséidon, Héra et de Zeus. Et côté sentiments, Zeus est marié à Perséphone, sa nièce, la fille de Zeus et de Déméter. En grec ancien, Hadès signifie l'invisible ou celui que l'on ne voit pas. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi il est appelé comme ça au final. Bon, si on allait voir du côté de la mythologie pour en savoir plus sur Hadès. Comme je l'ai dit, c'est le fils aîné de Cronos, et ce dernier l'avale par peur d'être détrôné par lui, comme il le fera plus tard pour la plupart de ses enfants. Vous allez le voir pour Hadès, mais aussi quand je ferai les vidéos sur ses frères et sœurs, on va survoler très rapidement la titanomachie parce que ça a un lien en fait, mais je rentrerai pas dans les détails parce que je vais attendre d'ici quelques semaines, je pense, début 2022, pour vous faire une vidéo complète quand j'aurai eu le temps de me pousser un peu plus dans mes recherches sur la titanomachie. Donc, comme je viens de l'évoquer, Hadès grandit à l'intérieur de Cronos. Ce jusqu'à ce que son petit frère, Zeus, vienne la délivrer en ouvrant le ventre de Cronos, permettant ainsi à ses frères et sœurs d'en sortir et de pouvoir vivre à l'air libre. Suite à ça, va s'enclencher une guerre qu'on appelle la titanomachie. Hadès prend part dans ce combat. En effet, il va combattre aux côtés de ses frères et sœurs, mais aussi de leurs alliés. Pour ce faire, il va obtenir une arme bien utile de la part des Cyclopes. Il reçoit la cunée. C'est un casque qui rend son porteur invisible. Bien pratique du coup, parce que ça veut dire que pendant le combat, Hadès n'est pas visible. Par contre, lui, il voit les gens et ça lui donne quand même un avantage. Vous vous en doutez, la titanomachie, elle est remportée par Hadès et ses frères et sœurs. À la suite de ça, les trois fils de Cronos vont obtenir chacun un royaume. Zeus a donc le ciel, Poséidon la mer, et Hadès hérite des enfers et des ombres brumeuses. Les ombres brumeuses, ce sont les ombres des morts qui règnent du coup sur le territoire des morts avec Hadès. Hadès devient ainsi le roi des morts et le maître des enfers. Le rôle principal d'Hadès, c'est de veiller sur les morts et de s'assurer qu'ils ne sortent pas des enfers. Pourquoi ? Parce que leur vision pourrait être une catastrophe, pourrait donner une terreur, une horreur aux mortels mais aussi aux dieux, à la vue des corps des personnes mortes. Pour l'aider dans sa tâche, Hadès peut compter sur son fidèle compagnon, Cerbère, le chien à trois têtes, qui garde la porte des enfers afin de s'assurer qu'aucun mort ne la passe et ne retourne à la surface. On l'a dit, Hadès, son rôle c'est de veiller sur les morts et donc de les guider dans leur chemin vers les enfers. De fait, pour cela, Hadès peut s'aider du sceptre que lui a confié Pindare. Si au départ, Hadès règne seul sur les enfers, il va finalement trouver Perséphone, avec qui il va se marier et qui va l'aider à régner sur les enfers lorsque celle-ci est auprès de lui. À eux deux, ils forment le couple le plus craint de la mythologie. Et pour cause, ils sont les maîtres du royaume dont on ne revient jamais. Ou alors, en de très rares cas, et seulement sur autorisation spéciale d'Hadès. Même Perséphone, elle a pas vraiment le droit de quitter les enfers, ou en tout cas que pour un certain temps. Hadès, il est toujours représenté d'une façon un peu similaire. Il est représenté comme un homme d'âge mûr, un peu vieux quoi, avec une barbe bien fournie, il est imposant et altier. À ses côtés, souvent on le voit du coup avec Cerbère, mais aussi avec Perséphone. On l'a dit dans le premier épisode, Hadès est parfois classé dans les Olympiens. Cependant, c'est quelque chose d'assez rare. Et pour cause du fait de son rôle, Hadès quitte rarement les enfers. Il quitte notamment les enfers lorsqu'il va au final tomber sur Perséphone pour en faire sa reine. Ou alors, par exemple,
lorsqu'il rencontre Héraclès, qui va le blesser d'une flèche dans le cadre de ses 12 travaux. C'est quand Héraclès est censé aller capturer Cerbère. Il va laisser alors Hadès pour mort, ne laissant d'autre choix au dieu que de puiser dans ses dernières forces pour pouvoir remonter à la surface, monter en haut de l'Olympe et demander au dieu guérisseur Péan de le sauver. Le plus souvent, lorsqu'on rencontre Hadès dans les mythes, c'est toujours dans des histoires concernant les héros, comme c'est le cas du coup avec Héraclès ou encore avec Orphée ou Thésée. Rares sont les mortels qui ont la chance, enfin, si on peut appeler ça une chance, de rencontrer le dieu des enfers. Et rares sont encore plus ceux qui ont la possibilité de l'avoir rencontré et de repartir sans rester enfermés aux enfers. Avant de trouver Perséphone, son grand amour, Hadès a une relation avec Manté, une nymphe. Celle-ci va très mal supporter le fait que Hadès la délaisse lorsqu'il trouve Perséphone, au point de toujours se lamenter, de régulièrement dénigrer, chercher à décrédibiliser Perséphone, jusqu'à ce qu'elle finisse par énerver Perséphone, que cette dernière la piétine pour finalement la transformer en plante. Manté, une plante, vous voyez où je veux en venir ? Ouais, c'est comme ça qu'on a la menthe. Et c'est comme ça que la menthe arrive sur notre monde, enfin sur notre terre. C'est un point que j'aurais pu mentionner la semaine dernière et que j'ai oublié effectivement, mais Perséphone est assez jalouse finalement des femmes qui pourraient s'approcher d'Hadès. C'est le cas par exemple, au final, elle transforme Manté, mais on mentionne aussi une autre nymphe, Leucée, qui aurait pu être une conquête d'Hadès et que Perséphone transforme en peuplier blanc. Je suis sûre que vous me tenez pas rigueur du fait que je place cette information sur la jalousie de Perséphone maintenant et que j'en ai pas plus parlé la semaine dernière, parce que de toute façon, Hadès et Perséphone sont profondément liés. En ce qui concerne le culte qu'on peut donner à Hadès, en général, on lui sacrifie du bétail et la nuit. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, on veut attirer les bonnes grâces d'Hadès pour s'assurer que tout se passe bien quand on sera dans l'au-delà. Très peu de lieux de culte nous sont parvenus, notamment parce que, justement, les gens craignent énormément Hadès et donc on agit un peu en secret quand on veut, pas en secret, mais il y a peu de grandes fêtes ou quoi, c'est toujours sur le moment. Quand on se sent un peu sur la fin, on va peut-être faire des sacrifices, mais c'est toujours quelque chose d'assez rare. C'est pas le dieu vers lequel on va se tourner en priorité. Mais on peut retrouver quelques lieux de culte, comme par exemple à Samothrace, à Élis ou encore à Éleusis. On a déjà évoqué pas mal des attributs d'Hadès depuis le début de cette vidéo, mais donc, il a pour attribut Cerbère, le chien à 3 têtes, la cunée, mais parfois on peut aussi lui attribuer la corne d'abondance pour la simple bonne raison que comme il règne sur le monde souterrain, c'est en partie grâce à lui aussi que le sol est riche et fertile. Il dispose aussi d'une lance à double fourche, et parfois, lorsqu'on le voit sur un char, son char est tiré par 2 êtres qu'on appelle des centaures, mi-hommes, mi-chevaux. J'ai oublié de le mentionner quand j'ai parlé des tâches d'Hadès, mais son rôle, c'est aussi du coup de veiller sur les titans qui ont été enfermés au Tartare. Il doit faire attention à ce que ces derniers ne quittent pas le Tartare pour protéger le monde, protéger la Terre. En soi, je vais casser vraiment là le mythe Hadès qu'on retrouve chez Hercule dans le monde de Disney. En fait, il est bien loin du personnage qu'on peut voir. Hadès ne se sent pas lésé d'avoir obtenu le monde souterrain. On peut même parfois dans les écrits le trouver comme étant appelé le Zeus souterrain. Il n'est pas jaloux de son frère Zeus. Hadès aime ce qu'il fait, aime son royaume. Il n'a pas de rancœur pour le fait qu'en fait il soit pas, on va dire, à la surface du monde. Il n'a pas pour but non plus de libérer les titans pour détruire Zeus et conquérir l'Olympe. Non, lui c'est plutôt... en fait en soi, il faut voir comme si chacun, que ce soit la terre, le ciel, la mer ou le monde souterrain, c'est des mondes bien à part et c'est à peu près équivalent. Enfin, ils ont chacun un domaine, chacun un royaume et chacun reste à sa place en fait. Et le rôle d'Hadès est tout aussi important que celui de ses frères. Finalement, je l'ai déjà un peu mentionné, mais Hadès est craint de tous, autant des mortels que des dieux. Il fascine tout autant qu'il fait peur. De son royaume, on ne revient jamais, alors il vaut mieux l'éviter le plus longtemps possible. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Hadès. J'espère avoir été assez claire et n'avoir rien oublié. Si jamais il y a des points que vous souhaitez que j'éclaircisse, ou des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. De plus, si mon travail vous plaît, si vous avez envie de m'encourager, d'en voir encore plus, n'hésitez pas à me mettre un petit like, me laisser un commentaire, vous abonner, activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. A priori, on devait être parti sur un rythme de tous les 15 jours, les jeudis à 18h. Je vais essayer de faire mon possible pour que ça continue comme ça. Pour le moment, on est parti sur un bon rythme. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.